Je ne veux pas brouiller le diagramme. Nous avons fabriqué deux antennes en spirale pour le ballon de 2,4 à 2,5 GHz. Pourquoi est-ce en spirale? Parce que ce type d'antenne a une polarisation circulaire. Et si nous avions mis une antenne à polarisation verticale, quand le ballon tournera autour de son axe, ce qu'il ferait inévitablement, nous aurions une zone d'ombre, c'est-à-dire une perte de communication. De tout ce que nous avons testé sur le terrain, nous nous sommes éloignés d'un kilomètre, nous avons testé différentes antennes. Cette antenne en spirale de 3 tours a donné les meilleurs résultats. Par conséquent, nous en avons fabriqué deux, l'une émettrice, l'autre réceptrice. Les antennes nous permettront de communiquer entre la station au sol et le ballon. La communication est nécessaire pour transmettre un signal vidéo ou une sorte de télémétrie. C'est ce système que nous allons tester, que nous pourrons installer sur un dirigeable sans pilote. Cette antenne pourrait-elle être produite en série? Oui, en général, c'est simple. Il faut juste estimer le transformateur d'impédance, la spirale et le diagramme de rayonnement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 10 ou 20 tours, alors l'antenne sera vivement dirigée. Autrement dit, en général, c'est très simple de mettre en place leur production en série. Pour communiquer avec notre aéronef stratosphérique, nous avons fabriqué un complexe émetteur-récepteur terrestre composé de 3 antennes à cornes de type directionnel et de l'émetteur-récepteur lui-même. À l'avenir, ce système sera utilisé pour recevoir le signal d'un dirigeable sans pilote. Je suis en train d'installer un système de modules de transmission de données numériques composé d'une carte d'amplification, d'un émetteur-récepteur et d'un système d'alimentation. Un émetteur-récepteur transmet l'image à la carte d'amplification qui le transmet à l'antenne et ensuite à nos antennes qui sont au sol. Cette carte est responsable de l'alimentation des systèmes embarqués. Le système d'alimentation est équipé de 3 connecteurs. Il s'agit de l'entrée d'alimentation, de l'alimentation GoPro et de l'alimentation de l'amplificateur. La carte d'amplification se compose en fait d'une carte et d'un boîtier qui protège cette carte contre les surtensions. La carte d'amplification a une puissance de sortie suffisamment élevée, par conséquent le système est équipé d'un refroidissement par liquide. Ce système se compose de 4 tubes en cuivre qui sont soudés à la base de la plaque de cuivre. Au bas du module se trouve un compartiment de batterie composé de 4 blocs de batterie et une pompe pour pomper le liquide remplissant le système de refroidissement. Je vais maintenant faire des essais en pression du système de refroidissement par liquide pour vérifier son étanchéité dans des conditions d'atmosphère déchargée. J'ai mis une pression de 7 atmosphères. Le système la supporte bien et la flèche du manomètre reste en place. Maintenant, il s'agit d'une pression de 7 atmosphères dans le système, mais pendant le vol, la pression n'augmentera pas de plus d'1 atmosphère. C'est donc une marge de sécurité 7 fois supérieure. Notre département des technologies avancées a développé un prototype de module stratosphérique de transmission de données numériques. Les futures modifications de notre module peuvent être utilisées pour effectuer des communications stratosphériques sur des ballons à la dérive prolongée et remplacer des satellites coûteux dont le coût, y compris les frais de lancement, est des milliers de fois plus élevé. Les ballons stratosphériques à la dérive prolongée fourniront la communication et l'Internet dans les régions difficiles d'accès et pourront également effectuer diverses tâches, par exemple la photographie ou la vidéo aérienne. À l'avenir, ce système sera utilisé dans un projet de dirigeable sans pilote.
Je connecte les radiateurs du système de refroidissement par liquide à un groupe de connecteurs scellés situés à l'arrière. C'est le boîtier de l'appareil de communication stratosphérique à longue distance. Le boîtier est étanche à l'humidité et permettra à l'appareil de rester à flot en cas d'amarrage sur l'eau. En eau se trouvent deux radiateurs qui sont passifs, refroidis par des courants d'air venant en sens inverse lors du décollage ou de l'atterrissage de l'appareil. Ici se trouvent deux antennes de transmission auxiliaire, la balise radio clignotante et des interrupteurs à bascule marche-arrêt. Sur le devant, nous avons deux caméras d'action. Les deux caméras d'action enregistrent et transmettent le signal vidéo à la Terre. Lors du dernier lancement, notre ballon stratosphérique a atterri sur les cimes des arbres dans la forêt. Dans l'obscurité, nous l'avons cherché pendant 1h30. Cette fois-ci, j'ai installé une balise clignotante afin de mieux le visualiser. À l'intérieur du boîtier se trouve un circuit d'isolation thermique qui protège les batteries des basses températures à haute altitude. La température à une altitude de 30 km peut descendre à moins 50 degrés. Deux antennes sont installées, émettrices et réceptrices. Les antennes sont en spirale. Les mêmes antennes ont été installées sur les Luna mobiles et les satellites. Ces antennes permettent d'éviter les problèmes de polarisation du signal. Elles sont équipées de deux couvertures qui servent également de bouée en cas d'amarrage sur l'eau. Voilà, j'ai tout fait. Super, on a tout. Nous testons un canal de communication de 20 ou 30 mégabits. À l'avenir, nous l'utiliserons sur des dirigeables. Nous devons nous assurer qu'elle est fiable, sans rupture et qu'elle a une portée maximale. Eh bien, le liquide bouge, tout fonctionne, les balises clignotent. Que se passe-t-il, Vladimir? Il s'agit du lancement d'un aéronef stratosphérique, du deuxième lancement expérimental avant le lancement d'un ballon stratosphérique à la dérive prolongée. À présent, nous testons l'équipement radio, vidéo de capture et de fixation, émetteur et récepteur, la communication par satellite, la transmission directe de la vidéo haute définition sans retard directement depuis la stratosphère. Voilà Denis qui vérifie tous les systèmes sur ses appareils. La dernière fois, probablement 1 ou 2 systèmes sur 6 ont fonctionné. Cette fois, nous espérons un peu plus de résultats positifs.
Allons-y. Les deux canaux d'émission-réception fonctionnent parfaitement. Ça fait combien de temps? 5 minutes de vol? Je ne bouge même pas l'antenne, elle est bien dirigée là-bas. Tout est bon. C'est un centre de contrôle de vol mobile. Il y a 2 moniteurs, un poste de télévision, de l'Internet mobile, une ligne de connexion Internet locale est installée dans le bus et il y a plusieurs autres choses pour rendre les lancements pratiques et technologiques. Maintenant, l'altitude est déjà de 1200 mètres. Nous avons passé les nuages. Nous avons une vitesse verticale d'environ 6 mètres par seconde. Elle sera à peu près constante à tous les échelons. La vitesse horizontale est d'environ 11 mètres par seconde. Le vert montre l'altitude par GPS et juste avec cette piste verte, nous pouvons savoir quand un signal GPS disparaît et quand il est présent. À une altitude de 22 000 mètres, la coque a été déchirée. Nous redescendons. La vitesse est de 34 mètres par seconde. Déjà à 20 000 mètres, nous avons perdu 2 km en moins d'une minute. Maintenant, progressivement, nous allons commencer à entrer dans des couches plus denses de l'atmosphère et la vitesse verticale va diminuer. Le ballon va donc descendre plus doucement. La rupture de la coque est due au fait que lorsque le ballon monte, la pression ambiante diminue et que la quantité de gaz dans le ballon reste constante. Par conséquent, le gaz dans le ballon se dilate et les parois du ballon commencent à s'amincir. Et à un moment donné, l'épaisseur devient très fine. Au point le plus faible, la coque se déchire et éclate. Évidemment, nous commençons à descendre. Une rupture de coque est un événement planifié et de plus, il est prévu à quelle altitude cela se produira. Aujourd'hui, une rupture est arrivée à la hauteur estimée avec une précision de 100 mètres. Le ballon s'est envolé à seul vent. Il descend et sa hauteur est déjà d'environ 9000 mètres. Il commence à s'éloigner tranquillement de l'horizon. Nous n'avons pas de radiovision directe. Nous commençons à regarder à travers les arbres et par conséquent le signal est fortement perdu. Donc nous ne pouvons pas réceptionner la vidéo. Le voilà. Il a creusé la terre avec des caméras. Vous avez trouvé le ballon? Oui. Cassé? Pas. La caméra fonctionne? Oui. Toujours? Oui. Rien ne s'est cassé, juste les bouées en mousse qui sont tombées. Tout est fiable. Ce grand poids est tombé d'une telle hauteur et tout va bien. L'antenne est un peu courbée, mais ce sont des nuances. Plus important encore, regardez, il est étanche. L'antigel est à l'intérieur. Rien ne fuit. Tout fonctionne.